Vous avez déjà vécu cela. Quelqu'un qui semblait sincèrement intéressé par vous, qui semblait vraiment tenir à vous, a soudainement commencé à prendre ses distances, sans explication, sans dispute. Il ou elle a simplement disparu. Et la première chose que vous vous êtes dit, c'est « ai-je fait quelque chose de mal ?» ou « il ou elle ne m'aimait pas vraiment ». Mais si je vous disais que vous avez tout interprété à l'envers? Et si c'était précisément parce que cette personne ressentait quelque chose de réel pour vous, qu'elle avait besoin de prendre ses distances? Cela semble impossible, n'est-ce pas? Après tout, lorsque nous aimons quelqu'un, notre tendance naturelle devrait être de nous rapprocher, de créer des liens, d'être présents. Alors pourquoi certaines personnes font-elles exactement le contraire? Freud, le père de la psychanalyse, a consacré sa vie à percer les mystères de l'esprit humain. Et l'une de ses découvertes les plus troublantes concernait la façon dont nous réagissons lorsque quelque chose ou quelqu'un touche nos couches les plus profondes. Il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose chez les êtres humains qui les pousse à se détourner de ce qu'ils désirent le plus, une force invisible qui nous éloigne de notre propre bonheur. Vous vous dites peut-être, mais cela n'a aucun sens. Si j'aime quelqu'un, je veux être proche de lui. Et vous avez raison, consciemment. Mais notre esprit conscient n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il existe tout un monde submergé de peurs, de traumatismes et de schémas dont nous ne sommes même pas conscients. Et ce sont ces forces cachées qui dictent souvent nos comportements les plus contradictoires. Le plus douloureux, c'est que lorsqu'une personne s'éloigne de nous de cette manière, nous avons tendance à penser que nous ne sommes pas à la hauteur, que nous avons fait quelque chose de mal, que nous ne méritons pas d'être aimés. Mais la vérité est peut-être exactement le contraire. Peut-être avez-vous touché l'âme de cette personne si profondément qu'elle a été effrayée par l'intensité de ce sentiment. Ce que je m'apprête à vous révéler va à l'encontre de tout ce que nous avons appris sur l'amour et les relations. Cela remettra en question vos convictions les plus fondamentales sur la façon dont les gens devraient agir lorsqu'ils tiennent vraiment à quelqu'un. Mais une fois que vous aurez compris les mécanismes psychologiques qui sous-tendent ce comportement, votre façon d'interpréter les attitudes de votre entourage changera à jamais. Il y a un moment précis dans toute relation où tout change. C'est lorsque la personne réalise qu'elle ne se contente plus de s'amuser ou de passer du temps avec vous. Elle tient vraiment à vous. Et c'est précisément à ce moment-là que son cerveau déclenche une alarme interne qui dit « Danger, tu es vulnérable ». Pensez à la dernière fois où vous avez eu l'impression de vous attacher trop à quelqu'un. Vous vous souvenez de cette étrange sensation dans votre poitrine. Ce mélange de bonheur et de peur indéfinissable. C'était comme si une partie de vous criait « Arrête, cela pourrait te faire du mal ». C'est la voix de ce que Freud appelait les mécanismes de défense, des systèmes automatiques que notre esprit a créés pour nous protéger de la douleur. Le problème, c'est que ces mécanismes ne font pas la distinction entre un danger réel et un danger imaginaire. Pour eux, toute situation dans laquelle vous pourriez être blessé émotionnellement est une menace. Et le véritable amour? Eh bien, le véritable amour est le territoire le plus dangereux de tous. Car lorsque vous aimez vraiment quelqu'un, vous donnez à cette personne le pouvoir de vous détruire complètement. Imaginez que votre esprit émotionnel fonctionne comme un système de sécurité ultra-moderne. Il surveille en permanence tout signe indiquant que vous pourriez vous mettre en danger. Lorsqu'il détecte que vous développez des sentiments profonds pour quelqu'un, il ne pense pas « comme c'est merveilleux, vous avez trouvé l'amour ». Non, il pense « alerte rouge ». Cette personne pourrait vous abandonner et vous trahir, vous blesser d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Et puis, quelque chose de fascinant se produit. La même personne qui se rapprochait de vous, qui créait un véritable lien, commence soudainement à agir de manière étrange. Elle met plus de temps à répondre à vos messages. Elle annule vos rendez-vous. Elle devient distante dans vos conversations. Vous réalisez que quelque chose a changé, mais vous ne comprenez pas quoi. Ce que vous ne réalisez pas, c'est qu'intérieurement, cette personne mène une guerre. D'un côté, il y a un désir sincère d'être avec vous, d'approfondir le lien. De l'autre côté, il y a des années et des années de conditionnement émotionnel qui lui crient de se protéger. C'est comme si elle était tirée simultanément dans deux directions opposées. Freud a observé quelque chose de troublant dans la nature humaine. Nous sabotons ce que nous désirons le plus lorsque cela menace notre zone de confort émotionnel. Il a appelé cela la névrose, un conflit entre ce que nous voulons consciemment et ce que nous craignons inconsciemment. La personne peut être désespérée de se connecter avec vous, mais son inconscient est tout aussi désespéré de la garder en sécurité. C'est comme avoir deux conducteurs dans la même voiture, chacun essayant de diriger dans des directions opposées. Le conducteur conscient veut vous rejoindre,
construire quelque chose de réel, vivre intensément cette connexion. Mais le conducteur inconscient appuie sur les freins, tourne le volant dans la direction opposée, fait tout son possible pour éviter ce qu'il considère comme une collision imminente. Cette bataille interne se déroule à des niveaux auxquels même la personne elle-même n'a pas consciemment accès. C'est comme s'il y avait un tribunal fonctionnant 24 heures sur 24 dans son esprit, évaluant constamment les risques et les avantages de s'abandonner à vous. Le procureur interne énumère toutes les façons dont vous pourriez lui faire du mal. Et s'il m'abandonne après que je me sois attaché à lui? Et si je ne suis pas assez bien pour lui? Et si cela finit comme mes relations précédentes? L'avocat de la défense tente de plaider en faveur du bonheur, mais le procureur a des décennies de preuves de souffrance à présenter. Le plus cruel, c'est que plus ces sentiments pour vous sont authentiques et sincères, plus cette lutte interne sera intense. Les personnes qui ressentent peu de choses n'ont pas besoin de fuir, elles restent simplement dans une superficialité confortable. Il est facile de garder quelqu'un près de soi lorsqu'il n'y a pas de réel risque émotionnel. Mais lorsqu'une personne ressent quelque chose qui pourrait la transformer, qui pourrait changer le cours de sa vie, c'est là que le système d'alarme se déclenche à plein régime. Vous pouvez le voir dans les petits détails. La façon dont elle évite de faire des projets à long terme avec vous, comme si elle ne voulait pas supposer que vous avez un avenir ensemble. La façon dont elle change de sujet lorsque la conversation devient trop intime. La façon dont elle semble toujours prête à s'enfuir, même lorsqu'elle apprécie clairement d'être avec vous. Il y a une tension constante dans l'air, comme si elle avait toujours un pied dehors, prête à s'échapper si les choses devenaient trop sérieuses. Et vous, de l'extérieur, vous interprétez ce comportement comme un désintérêt, comme si elle avait changé d'avis à votre sujet, comme si vous aviez fait quelque chose de mal, ou que vous n'étiez plus assez attirant. Mais en fait, c'est peut-être exactement le contraire. Il se peut qu'elle ait réalisé que vous n'êtes plus seulement quelqu'un d'autre dans sa vie, vous êtes devenu important. Vous êtes devenu quelqu'un qui peut vraiment lui faire du mal, et cela l'a terrifiée d'une manière qu'elle-même ne comprend peut-être pas tout à fait. Le plus ironique, c'est que vous interprétez peut-être sa preuve d'amour comme une preuve de son absence. C'est comme si quelqu'un s'enfuyait, loin de vous, non pas parce qu'il ne vous aime pas, mais parce qu'il vous aime trop. Et juste au moment où vous pensez avoir perdu cette personne pour toujours, c'est peut-être le moment où elle est le plus émotionnellement attachée à vous, mais d'une manière qui l'effraie profondément. Quand une personne commence à réaliser que vous êtes devenu important pour elle, quelque chose de très spécifique se produit dans son inconscient. Freud a découvert que notre esprit stocke, comme des dossiers secrets, toutes les expériences d'abandon et de rejet que nous avons vécues, et dès que nous nous retrouvons à nouveau vulnérables, ces dossiers s'ouvrent automatiquement. C'est comme si votre esprit était une bibliothèque répertoriant toutes les fois où vous avez été blessé émotionnellement. Enfant, vous avez peut-être eu le sentiment que vos parents vous avaient abandonné émotionnellement pendant une période difficile. Peut-être avez-vous été rejeté par vos camarades de classe à l'école, ou peut-être qu'un ancien amour vous a laissé le sentiment qu'il n'est pas sûr de faire entièrement confiance à quelqu'un. Ces souvenirs restent en sommeil jusqu'à ce que quelque chose les réveille. Et savez-vous ce qui réveille ces souvenirs? La possibilité d'être à nouveau blessé. Quand quelqu'un se rend compte qu'il tient vraiment à vous, c'est comme si tous ces fichiers de douleur s'ouvraient d'un coup, murmurant « Tu te souviens de la dernière fois où tu as fait confiance comme ça? Tu te souviens à quel point ça t'a fait mal ?» Le plus intéressant, c'est que cela se produit de manière totalement inconsciente. La personne ne se réveille pas un jour en se disant « Je vais prendre mes distances parce que j'ai peur ». En fait, elle commence à ressentir un étrange malaise, un désir inexplicable de créer de l'espace, de respirer un peu. Elle peut même se trouver diverses justifications. Je dois me concentrer sur mon travail. Je ne veux pas précipiter les choses. Il vaut mieux y aller doucement. Mais derrière toutes ces justifications rationnelles, il y a un mécanisme beaucoup plus primitif à l'œuvre. C'est le même instinct qui pousse un animal blessé à se cacher pour se protéger. La différence est que, dans le cas des humains, la blessure n'est pas physique, elle est émotionnelle. Et la cachette n'est pas un lieu physique, c'est une distance émotionnelle. Freud appelait cela la compulsion à répéter. Inconsciemment, nous répétons des schémas du passé, même s'ils nous causent de la douleur, car ce qui nous est familier, même si c'est douloureux, nous donne un sentiment de contrôle. C'est comme si l'esprit préférait une douleur connue au risque d'un bonheur inconnu. Imaginez que l'esprit de cette personne fonctionne comme un vieux système de navigation qui ne connaît que d'anciens itinéraires. Même lorsqu'un nouveau chemin prometteur vers le bonheur apparaît, le système continue d'essayer de le rediriger vers des itinéraires familiers
qui mènent inévitablement à la souffrance. Non pas parce que le système veut causer de la douleur, mais parce que ce sont les seuls itinéraires qu'il a cartographiés et qu'il considère comme sûrs. Réfléchissez-y. Pour beaucoup de gens, être abandonné est terrible, mais c'est familier. Ils savent déjà comment gérer le rejet. Ils ont déjà développé des stratégies pour y survivre. Ils savent exactement quelles chansons écouter, quelles pensées avoir, comment se remettre après la chute. Il y a une étrange zone de confort dans la douleur familière. Mais qu'en est-il du succès en amour? Qu'en est-il de la réciprocité? Qu'en est-il de la possibilité d'être vraiment heureux? C'est un territoire inconnu, et l'inconnu est plus effrayant que la souffrance familière. Quand quelqu'un n'a jamais connu d'amour sain et durable, la simple possibilité d'un tel amour peut sembler plus menaçante qu'un schéma destructeur familier. Ainsi, quand quelqu'un sent qu'il s'engage vers quelque chose de vraiment bon avec vous, une partie de lui peut paniquer. Ce n'est pas qu'il ne veuille pas de ce bien, c'est qu'il ne sait pas comment y faire face. Il est plus facile de le saboter avant qu'il ne devienne trop réel, avant que la perte ne devienne insupportable. Freud a également découvert quelque chose au sujet de notre relation avec le bonheur. Beaucoup de gens croient inconsciemment qu'ils ne le méritent pas. Cette croyance a peut-être été implantée dans leur enfance, renforcée par des expériences douloureuses tout au long de leur vie, et est devenue une vérité incontestable dans leur inconscient. Quand quelque chose de vraiment bon se présente, une voix intérieure leur murmure « Ce n'est pas pour toi, tu ne le mérites pas. De toute façon, ça ne durera pas. » C'est comme s'il y avait un saboteur interne qui travaillait 24 heures sur 24 pour s'assurer que la personne maintienne le niveau de malheur qu'elle connaît et mérite. Ce saboteur interprète tout mouvement vers le bonheur véritable comme une erreur qui doit être corrigée. Le plus douloureux pour vous est que ce processus se déroule de manière progressive et confuse. La personne ne disparaît pas du jour au lendemain. Elle devient progressivement moins disponible, moins présente, moins elle-même. Vous sentez que quelque chose ne va pas, mais elle n'est peut-être même pas capable d'expliquer ce que c'est, car elle-même ne comprend pas tout à fait ce qui se passe. C'est comme regarder quelqu'un qui vous est cher se transformer lentement en une version plus froide et plus distante de lui-même. Et vous vous demandez si vous avez fait quelque chose de mal, si vous avez dit quelque chose qui l'a repoussé, si vous n'êtes plus assez attirant. Mais la vérité est peut-être beaucoup plus complexe et en même temps plus encourageante que cela. En réalité, vous êtes peut-être témoin du combat désespéré que mène l'inconscient de cette personne contre la possibilité d'être véritablement heureuse. Et même si cela est douloureux pour vous, cela peut en fait être le signe que ce que vous vivez est plus réel et plus profond que tout ce qu'elle a connu auparavant. Il y a un aspect encore plus troublant à cette dynamique que peu de gens peuvent percevoir. Quand quelqu'un commence à s'éloigner de vous, alors que vous étiez en train de créer un lien profond, ce n'est pas seulement la peur qui est en jeu, c'est une terreur absolue face à sa propre nudité émotionnelle. Freud a parlé de ce qu'il appelait l'angoisse de castration, mais ne vous référez pas uniquement au concept littéral. Il décrivait la peur primitive de perdre ce qui nous définit, ce qui nous rassure sur qui nous sommes. Et quand quelqu'un s'ouvre vraiment à une autre personne, quand il se permet d'être vu tel qu'il est, il y a un moment terrifiant où il a l'impression de perdre complètement le contrôle de sa propre identité. C'est comme si, tout au long de sa vie, cette personne avait construit une armure émotionnelle soigneusement conçue. Des couches et des couches de protection qui garantissent que personne ne puisse s'approcher trop près de son vrai moi. Et puis vous arrivez, et sans même vous en rendre compte, vous parvenez à briser ces défenses. Soudain, elle se retrouve complètement exposée devant vous, émotionnellement nue, vulnérable d'une manière qui la hante. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour beaucoup de gens, être vraiment connu est plus effrayant que d'être rejeté. Car lorsqu'une personne la rejette sur la base de la version protégée d'elle-même, elle peut toujours se consoler en pensant « s'il me connaissait vraiment, ce serait différent ». Mais quand quelqu'un la connaît vraiment et la rejette quand même, eh bien, il n'y a plus nulle part où fuir. Alors, inconsciemment, elle préfère s'éloigner avant que vous n'ayez la chance de la connaître complètement. C'est une forme perverse d'instinct de conservation. Je partirai avant que vous ne découvriez qui je suis vraiment et que vous décidiez que je ne vaux pas la peine de rester avec moi. Imaginez que vous êtes dans une maison où vous avez toujours gardé certaines portes fermées à clé. Il y a des pièces que vous n'avez jamais montrées à personne, non pas parce qu'elles sont nécessairement mauvaises, mais parce qu'elles sont intimes, personnelles, vulnérables. Et puis quelqu'un arrive et parvient d'une manière ou d'une autre à ouvrir ces portes sans même les forcer. Cette personne voit des parties de vous que vous ne saviez même pas visibles. Comment vous sentiriez-vous?
exposé, envahi, terrifié. C'est exactement ce qui se passe lorsque quelqu'un établit un lien profond avec vous. Ce n'est pas que vous ayez fait quelque chose de mal, mais plutôt quelque chose de trop bien. Vous avez créé une intimité si authentique que tous ces masques sont devenus inutiles. Et sans ces masques, elle se sent complètement perdue. Freud a découvert que beaucoup de gens préfèrent entretenir des relations superficielles, non pas parce qu'ils sont incapables d'aimer profondément, mais parce qu'ils savent qu'ils en sont capables. Et cela les terrifie. Elles savent que si elles s'abandonnent vraiment, si elles se permettent d'être connues et aimées pour ce qu'elles sont, il n'y aura pas de retour en arrière possible. Il n'y aura aucun moyen de prétendre que cette connexion n'avait pas d'importance si elle venait à prendre fin. Il y a une raison psychologique profonde à cela. Notre identité est en grande partie construite par les histoires que nous racontons sur nous-mêmes. Qui nous sommes, comment nous nous percevons, quel genre de personne nous pensons être, et ces histoires fonctionnent comme une boussole interne qui nous donne une direction et un but. Quand quelqu'un parvient à voir au-delà de ces histoires et à voir qui nous sommes vraiment sous toutes ces couches, c'est comme si notre boussole se mettait à tourner à toute vitesse. Soudain, elle ne sait plus qui elle est quand elle est avec vous. Les stratégies de survie émotionnelle qui ont toujours fonctionné deviennent inutiles. Les rôles qu'elle a toujours joués n'ont plus de sens. C'est comme si vous aviez le pouvoir de dissoudre la version d'elle-même qu'elle a soigneusement construite, ne laissant que son essence brute et effrayante. C'est comme se tenir au bord d'un précipice. De l'autre côté se trouve tout ce que vous avez toujours voulu, une véritable connexion, une intimité authentique, un amour inconditionnel. Mais pour y arriver, vous devez sauter dans le vide, en ayant confiance que l'autre personne sera là pour vous rattraper. Certaines personnes passent toute leur vie au bord de cet abîme, désireuses de sauter mais incapables de surmonter la terreur de la chute. Le plus cruel, c'est que vous, qui attendez de l'autre côté, ne comprenez pas pourquoi elles ne sautent pas. Pour vous, il est évident que cela en vaut la peine. Vous voyez clairement que vous pouvez construire quelque chose de magnifique ensemble, mais elles ne voient pas au-delà du précipice. Tout ce qu'elle voit, c'est la possibilité de s'écraser au fond. Elle fait donc la seule chose qu'elle sait faire, elle bat en retraite. Elle s'éloigne du bord vers un endroit qui semble plus sûr, même s'il est plus vide et plus solitaire. Elle se convainc que c'est mieux ainsi, qu'elle était imprudente, que vous n'avez de toute façon aucun avenir ensemble. Mais ce qu'elle ne réalise pas, et vous peut-être non plus, c'est que chaque pas en arrière qu'elle fait confirme à quel point vous êtes devenu important pour elle. Les personnes qui n'ont pas d'importance ne provoquent pas ce genre de terreur. Les relations superficielles ne déclenchent pas ces mécanismes de défense primitifs. C'est précisément parce que vous avez touché quelque chose de réel, de profond et de transformateur en elle que son inconscient est en proie à une panique totale. Nous avons atteint le point le plus douloureux et, en même temps, le plus révélateur de toute cette dynamique. Car quelque chose se produit lorsqu'une personne s'éloigne de vous par peur de l'intensité de ses propres sentiments, et cela peut complètement changer la façon dont vous interprétez non seulement cette situation, mais toutes les relations de votre vie. La vérité, c'est que lorsqu'une personne s'enfuit, alors que vous étiez en train de vous rapprocher, ce n'est pas la fin, mais une déclaration d'amour déguisée en rejet. C'est la façon la plus déformée et inconsciente de dire « Tu comptes tellement pour moi que je préfère te perdre, plutôt que de risquer de me détruire complètement. » Réfléchissez-y un instant. Si vous ne comptiez rien pour cette personne, elle continuerait simplement la relation de manière superficielle. Il n'y aurait pas besoin de fuir. Mais quand quelqu'un s'enfuit, quand il crée une distance, quand il disparaît juste au moment où les choses deviennent réelles, cela signifie que vous avez accompli quelque chose que très peu de gens accomplissent. Vous avez touché son âme. Freud avait une vision brillante à ce sujet. Il disait que nos comportements les plus autodestructeurs révèlent souvent nos désirs les plus profonds. La personne qui sabote une relation au moment même où elle s'épanouit ne rejette pas l'amour. Elle réagit à son intensité d'une manière qu'elle a apprise pour se protéger. C'est comme si elle criait silencieusement « Tu es dangereux pour moi parce que tu me donnes envie de choses que j'ai toujours eu peur de vouloir. Tu me fais rêver à des possibilités que j'ai toujours crues hors de ma portée. Et cela me terrifie tellement que je dois m'enfuir avant qu'il ne soit trop tard. » Le plus ironique, c'est que souvent, trop tard signifie avant que je ne devienne vraiment heureux. Car pour certaines personnes, le vrai bonheur est plus effrayant que n'importe quelle souffrance. Elles connaissent la souffrance, elles savent comment la gérer, elles en ont l'expérience. Mais le bonheur est un territoire inconnu où elles se sentent complètement perdues.
Et il y a quelque chose d'encore plus profond ici, quelque chose qui peut complètement transformer votre façon de voir cette situation. Cette personne est peut-être en train de mener un test inconscient, pas un jeu manipulateur, mais un test sincère et désespéré pour savoir si ce que vous avez est assez réel pour survivre à la distance. C'est comme si une partie d'elle-même lui murmurait « S'il m'aime vraiment, il comprendra pourquoi j'ai besoin de m'éloigner pour l'instant. Si ce que nous ressentons est vrai, cela survivra à cette pause dont j'ai besoin pour reprendre mon souffle. Et s'il peut m'aimer même quand je suis insupportable, peut-être que je pourrais enfin croire que je mérite d'être aimé. » Il y a une logique tordue mais compréhensible dans ce comportement. Tout au long de sa vie, cette personne a peut-être appris que l'amour est assorti de conditions, que les gens restent tant que vous êtes pratique, agréable et facile à vivre. Et dès que vous montrez vos difficultés, vos complexités, vos besoins les plus profonds, ils disparaissent. Alors, inconsciemment, ils décident de vous tester de la manière la plus cruelle possible, en créant les conditions les plus difficiles imaginables pour voir si vous serez toujours là. C'est comme s'ils disaient « Tout le monde dit m'aimer quand je suis la version la plus facile de moi-même, mais m'aimerez-vous toujours quand je suis impossible, quand j'ai peur, quand je fuis ?» Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas dans cette situation, et c'est pourquoi tant de relations qui pourraient être extraordinaires finissent dans la confusion et la douleur. Votre réaction à ce moment-là déterminera si cette histoire aura une fin heureuse ou si elle deviendra une autre cicatrice dans vos cœurs. Si vous essayez de la poursuivre, si vous essayez de la forcer, si vous devenez désespéré en essayant de la ramener, vous confirmerez toutes ces craintes. Vous prouverez à son subconscient que vous êtes en fait une menace pour la sécurité émotionnelle qu'elle a construite, parce que les personnes qui poursuivent semblent être des personnes qui étouffent, contrôlent et ne lui laissent pas d'espace pour respirer. Mais si vous pouvez faire quelque chose de presque impossible, si vous pouvez aimer sans posséder, prendre soin sans étouffer, être disponible sans être désespéré, vous pouvez devenir la première personne dans sa vie qui prouve qu'il est possible d'être aimé sans être contrôlé. Et c'est là que réside le secret que peu de gens découvrent. Le véritable amour ne se mesure pas à la proximité physique ou à la présence constante. Le véritable amour se mesure à la capacité d'aimer quelqu'un exactement là où il se trouve, même si cet endroit est loin de vous. Cela ne signifie pas que vous devez accepter n'importe quel comportement ou attendre indéfiniment. Cela signifie que vous pouvez choisir d'interpréter cette distance non pas comme un rejet, mais comme le processus douloureux et déroutant que certaines personnes doivent traverser pour enfin s'ouvrir au véritable amour. Lorsque vous comprenez cela, lorsque vous pouvez maintenir votre stabilité émotionnelle même face au comportement le plus déroutant, vous offrez quelque chose de révolutionnaire, un amour qui ne punit pas, qui ne menace pas, qui ne conditionne pas votre présence au comportement parfait de l'autre personne. Ce qui se passe après avoir compris toute cette dynamique peut être l'expérience la plus transformatrice de votre vie émotionnelle. Car lorsque vous cessez d'interpréter la distance comme un rejet et que vous commencez à la voir pour ce qu'elle est réellement, à savoir la peur de l'amour lui-même, tout change dans votre relation, non seulement avec cette personne, mais aussi avec l'amour en général. Il y a une liberté étrange et puissante à comprendre que le comportement de l'autre personne n'a rien à voir avec vous. Il ne s'agit pas de ce que vous avez fait de mal, il ne s'agit pas de ne pas être assez bon, il ne s'agit pas de ne pas être assez attirant ou intéressant. Il s'agit des fantômes qu'elle porte en elle, des blessures qui ne sont pas encore guéries, de la peur d'un territoire émotionnel qu'elle n'a jamais appris à naviguer. Freud disait que lorsque nous comprenons vraiment les motivations inconscientes qui sous-tendent le comportement humain, nous développons ce qu'il appelait la compassion psychologique. Il ne s'agit pas de pitié, mais d'une compréhension profonde du fait que nous portons tous un bagage que nous ne pouvons pas toujours contrôler consciemment. Lorsque vous regardez cette personne qui s'est éloignée et que vous voyez au-delà de son comportement, lorsque vous voyez l'être humain effrayé derrière son apparente froideur, quelque chose d'extraordinaire se produit en vous. Vous cessez de prendre les choses personnellement. Vous cessez de vous torturer mentalement en essayant de comprendre ce que vous avez fait de mal. Vous cessez de vous rabaisser pour essayer de correspondre à ce que vous pensez qu'elle veut. Et cette transformation interne crée un tout nouvel espace pour que l'amour puisse s'épanouir. Car désormais, vous n'agissez plus par désespoir, par besoin ou par besoin de validation. Vous agissez à partir d'une compréhension sincère et d'un amour inconditionnel. Cela ne signifie pas que vous devenez passif ou que vous acceptez n'importe quel traitement.
Cela signifie que vous développez la sagesse nécessaire pour faire la distinction entre quelqu'un qui lutte contre ses propres démons intérieurs et quelqu'un qui ne se soucie tout simplement pas de vous. Et cette distinction fait toute la différence. Les personnes qui luttent contre leur peur de l'intimité ont des schémas spécifiques. Elles s'éloignent, mais laissent des indices montrant qu'elles tiennent toujours à vous. Elles créent une distance, mais ne parviennent pas à être complètement indifférentes. Il y a une tension constante entre leur désir d'être proches et leur besoin de se protéger. C'est comme une étrange danse où elles font 2 pas en arrière, mais laissent toujours une porte entr'ouverte. Vous pouvez le voir dans les petits détails, la façon dont elle répond toujours à vos messages, même si cela prend plus de temps. La façon dont elle évite de parler de vous, mais ne dit jamais explicitement que c'est fini. La façon dont elle crée une distance physique, mais maintient un lien émotionnel subtil. Ce sont des signes contradictoires qui révèlent le conflit interne qu'elle vit. Les personnes qui s'en moquent vraiment passent à autre chose. Il n'y a pas de lutte interne, pas de conflit, pas de signaux contradictoires. Il n'y a qu'une absence totale d'investissement émotionnel. Elles ne créent pas de drame. Elles n'envoient pas de signaux confus. Elles disparaissent simplement parce que vous n'avez jamais été assez important pour générer un quelconque conflit interne. Lorsque vous apprenez à faire cette distinction, vous développez une sorte de radar émotionnel qui transformera toutes vos relations futures. Vous cessez de gaspiller votre énergie à essayer de conquérir des personnes qui ne s'intéressent vraiment pas à vous, et vous parvenez à être patient et compatissant avec des personnes qui s'intéressent tellement à vous qu'elles sont effrayées par leur propre intensité. Mais cette transformation cache quelque chose de plus profond encore. Lorsque vous comprenez que le véritable amour a parfois besoin d'espace pour respirer, lorsque vous apprenez que certaines personnes ont besoin de prendre leur distance pour revenir avec une plus grande maturité émotionnelle, vous développez une qualité rare, la capacité d'aimer sans attachement désespéré. Et cette capacité est magnétique d'une manière que peu de gens comprennent. Les personnes qui peuvent aimer sans étouffer, qui peuvent être présentes sans être envahissantes, qui peuvent se soucier des autres sans essayer de les contrôler, deviennent irrésistibles, non pas parce qu'elles jouent à des jeux psychologiques, mais parce qu'elles représentent quelque chose que tout le monde recherche, la sécurité émotionnelle. Quand quelqu'un se rend compte que vous ne paniquerez pas s'il a besoin d'espace, que vous ne deviendrez pas hostile, s'il a besoin de gérer ses sentiments, que vous pouvez maintenir votre stabilité émotionnelle, quel que soit son comportement, cela crée un environnement dans lequel il peut enfin baisser sa garde. C'est comme si vous disiez, sans mots, « Tu peux être humain avec moi, tu peux avoir peur, tu peux avoir besoin de temps, tu peux lutter contre tes propres démons. Je serai toujours là, non pas parce que je suis désespéré, mais parce que je comprends que le véritable amour est plus fort que les peurs temporaires. Cette transformation en toi ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un processus qui t'oblige à affronter tes propres peurs de l'abandon, tes propres besoins de contrôle, tes propres insécurités quant à ta capacité à être à la hauteur. Mais lorsque vous parvenez à faire ce travail intérieur, lorsque vous développez cette stabilité émotionnelle, vous devenez capable d'offrir quelque chose de rare, un amour qui ne menace pas la liberté de l'autre. Et lorsque quelqu'un trouve enfin ce genre d'amour, un amour qui ne punit pas, qui ne fait pas pression, qui ne menace pas de s'en aller chaque fois que les choses se compliquent, quelque chose de fondamental change dans sa capacité à s'abandonner. Car pour la première fois, elle n'a plus à choisir entre l'amour et la sécurité émotionnelle. Elle peut avoir les deux. Il y a une dernière couche à cette histoire qui changera à jamais votre façon de voir non seulement cette situation, mais aussi votre propre capacité à aimer et à être aimé. Et cette révélation peut être à la fois libératrice et douloureuse, car elle vous confrontera à l'une des croyances les plus profondes que vous avez sur vous-même. La vérité la plus difficile à accepter est que souvent, lorsqu'une personne s'enfuit parce qu'elle a peur de l'intensité de ses propres sentiments, vous êtes également aux prises avec vos propres peurs, des peurs dont vous n'avez peut-être même pas conscience. Freud a découvert quelque chose de troublant à propos de la nature humaine. Nous attirons inconsciemment des situations qui reflètent nos conflits internes non résolus. Réfléchissez-y honnêtement pendant un instant. Pourquoi êtes-vous si attiré par les personnes qui ont du mal à se donner complètement? Pourquoi votre âme résonne-t-elle si profondément avec quelqu'un qui lutte avec sa propre capacité à aimer? Est-ce une simple coïncidence? Ou y a-t-il quelque chose en vous qui reconnaît cette lutte parce que vous la vivez également? La réponse est peut-être plus complexe que vous ne le pensez. Peut-être, à un niveau très profond, avez-vous également peur d'une véritable intimité. Peut-être vous sentez-vous également plus en sécurité, en aimant quelqu'un qui garde une certaine distance.
car cela vous évite d'avoir à vous donner complètement. C'est comme si vous étiez le miroir l'un de l'autre, chacun reflétant les peurs de l'autre de différentes manières. Freud appelait cela le choix d'objet, la manière inconsciente dont nous choisissons des personnes qui, d'une certaine manière, nous permettent de revivre et d'essayer de résoudre d'anciens conflits émotionnels. Lorsque vous tombez amoureux d'une personne qui lutte avec ses propres sentiments, il se peut que votre inconscient vous dise « Voici une occasion de résoudre enfin ma propre peur d'être complètement vulnérable ». Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Peut-être que votre âme reconnaît dans leur lutte un écho de votre propre parcours. Peut-être êtes-vous attiré par cette personne précisément parce qu'elle représente une partie de vous qui apprend encore à faire confiance à l'amour. Et en l'aimant malgré ses peurs, vous apprenez en quelque sorte à vous aimer malgré les vôtres. Cela ne diminue en rien l'authenticité de ce que vous ressentez, au contraire, cela peut même le rendre encore plus significatif. Car lorsque deux personnes qui ont du mal à faire pleinement confiance à l'amour se rencontrent et commencent à créer ensemble quelque chose d'authentique, elles participent à un processus de guérison mutuelle qui va bien au-delà d'une relation ordinaire. Le fait est que cette guérison ne se produit pas par une recherche désespérée ou des tentatives pour sauver l'autre personne. Elle se produit par quelque chose de beaucoup plus subtil et puissant, l'exemple d'amour inconditionnel que vous pouvez offrir, non seulement à l'autre, mais aussi à vous-même. Lorsque vous parvenez à aimer quelqu'un qui a peur sans devenir désespéré, lorsque vous parvenez à maintenir votre stabilité émotionnelle même face à la confusion de l'autre personne, vous montrez à vous deux qu'il est possible d'aimer sans se perdre soi-même. Vous prouvez qu'il est possible de maintenir votre intégrité émotionnelle même lorsque la personne que vous aimez est aux prises avec ses propres démons. Et cette démonstration est révolutionnaire car elle brise un schéma que vous avez peut-être tous deux vécu toute votre vie, le schéma selon lequel l'amour signifie fusion totale, perte d'identité, dépendance émotionnelle. Vous montrez qu'il existe une autre façon d'aimer, une façon qui honore à la fois votre individualité et la sienne. Mais voici la partie la plus difficile à accepter. Vous ne finirez peut-être pas ensemble. Il se peut que, malgré tout cet amour, toute cette compréhension, toute cette patience, elles ne parviennent pas à surmonter ces peurs à temps pour construire quelque chose de durable avec vous. Et cela ne signifie pas que votre amour a échoué ou que vous n'étiez pas à la hauteur. Cela signifie que parfois, l'amour consiste à semer des graines dans des jardins que d'autres personnes récolteront. Cela signifie que parfois, notre rôle dans la vie de quelqu'un est de lui montrer qu'il est possible d'être vraiment aimé, même si nous ne sommes pas ceux qui resteront pour toujours. Cela signifie que parfois, l'amour le plus pur est celui qui libère quelqu'un, et non celui qui le retient. Et si vous pouvez accepter cela, si vous pouvez aimer quelqu'un suffisamment pour le libérer, même si cela signifie le perdre, vous aurez appris quelque chose sur l'amour que très peu de gens apprennent. Vous aurez découvert que le véritable amour ne consiste pas à posséder ou à être possédé. Il s'agit de voir quelqu'un dans son intégralité, avec ses peurs et tout le reste, et de choisir d'honorer cette personne exactement là où elle se trouve, même si cet endroit est loin de vous. Nous arrivons ainsi à la fin de ce voyage vers la compréhension, mais aussi au début d'une nouvelle façon d'exister dans le monde. Car une fois que vous avez compris tout cela, une fois que vous avez vu à travers les couches de peur et de protection qui régissent tant de nos relations, vous ne pouvez plus revenir à ce que vous étiez avant. La conscience, une fois éveillée, ne peut plus être endormie. Ce que vous avez découvert tout au long de cette réflexion va bien au-delà de la compréhension des raisons pour lesquelles quelqu'un s'éloigne lorsqu'il aime. Vous avez découvert quelque chose de fondamental sur la nature humaine, sur la complexité de nos cœurs, sur la manière courageuse et vulnérable dont l'amour nous oblige à nous comporter. Et peut-être, ce faisant, avez-vous découvert quelque chose d'encore plus important, que votre capacité à aimer ne diminue pas lorsqu'elle n'est pas réciproque, comme vous l'espériez. En fait, elle s'élargit. Lorsque vous parvenez à aimer quelqu'un malgré ses peurs, lorsque vous parvenez à garder votre cœur ouvert, même face à la confusion et à la distance, vous développez un muscle émotionnel qui transformera tous les aspects de votre vie. Freud croyait que la véritable maturité émotionnelle ne vient pas du fait de trouver des personnes parfaites à aimer, mais du fait de développer la capacité d'aimer des personnes imparfaites, y compris vous-même, avec compassion et patience. Et lorsque vous y parvenez, lorsque vous pouvez considérer les peurs et les limites humaines avec compréhension, plutôt qu'avec jugement, vous devenez une personne différente. Vous devenez quelqu'un qui n'a plus besoin que les autres soient différents de ce qu'ils sont pour se sentir aimé.
Vous devenez quelqu'un qui peut offrir une sécurité émotionnelle, car vous ne dépendez pas du comportement des autres pour maintenir votre propre stabilité. Vous devenez quelqu'un qui peut aimer sans attente, prendre soin sans contrôler, être présent sans être envahissant. Et cette transformation en vous crée des répercussions qui s'étendent bien au-delà de vos relations amoureuses. Elle affecte la façon dont vous vous comportez avec vos enfants, vos parents, vos amis et toutes les personnes qui croisent votre chemin. Car lorsque vous comprenez vraiment que le comportement des gens les concerne eux et non vous, vous cessez de prendre les choses personnellement et commencez à réagir avec sagesse plutôt qu'avec douleur. Mais le plus important est peut-être ce que cette compréhension apporte à votre relation avec vous-même. Lorsque vous cessez de vous reprocher la peur de l'amour des autres, lorsque vous cessez de croire que vous devez être parfait pour mériter l'amour, lorsque vous cessez de vous rabaisser pour essayer de vous adapter aux limites émotionnelles des autres, vous vous libérez enfin pour être qui vous êtes vraiment. Et qui vous êtes vraiment, c'est quelqu'un qui mérite d'être aimé tel que vous êtes. Quelqu'un dont le cœur ouvert est un cadeau et non un problème. Quelqu'un dont la capacité à aimer profondément est une force et non une faiblesse. Quelqu'un qui peut choisir d'aimer sans se perdre, qui peut choisir de se soucier des autres sans se nier soi-même, qui peut choisir d'être présent sans être désespéré. S'il y a actuellement dans votre vie quelqu'un qui s'éloigne parce qu'il a peur de l'intensité de ses propres sentiments, le cadeau que vous pouvez lui offrir, ainsi qu'à vous-même, est la liberté. La liberté pour cette personne de ressentir ce qu'elle a besoin de ressentir, de gérer ce qu'elle a besoin de gérer, de prendre le temps dont elle a besoin. Et la liberté pour vous de continuer à être qui vous êtes, d'aimer comme vous savez aimer, sans vous rabaisser ni vous excuser d'avoir un cœur trop grand pour ce petit monde. Car en fin de compte, le véritable amour ne consiste pas à s'assurer que quelqu'un reste. Il s'agit d'avoir le courage d'aimer profondément, en sachant qu'il n'y a aucune garantie. Il s'agit de semer les graines de l'affection et de la compréhension, même si nous ne savons pas si nous serons là pour voir la récolte. Il s'agit de choisir d'être une force de guérison dans le monde, quelle que soit la façon dont cette guérison est reçue. Et si vous pouvez faire cela, si vous pouvez aimer de cette manière libre et détachée, vous découvrirez quelque chose d'extraordinaire, que votre bonheur ne dépend pas d'être aimé en retour. Il vient du fait de savoir que vous vivez selon vos valeurs les plus profondes, de savoir que vous contribuez à un monde où l'amour est possible, de savoir que vous êtes fidèle à la meilleure version de vous-même. Alors dites-moi, avez-vous déjà vécu une situation où quelqu'un s'est éloigné juste au moment où vous vous rapprochiez davantage? Comment avez-vous interprété cela à l'époque et comment cette nouvelle perspective change-t-elle votre façon de voir cette situation? Partagez votre histoire dans les commentaires. Parfois, partager notre expérience peut être la première étape pour la transformer en sagesse. N'oubliez pas, vivre en pleine conscience est un choix. Éveillez votre esprit, affrontez vos désirs et éclairez votre ombre. Comptez sur moi pour vous accompagner dans ce voyage et restez à l'écoute pour les prochaines vidéos sur la chaîne.